J'étais là, dans la cuisine, mes mains agrippant le bord du comptoir si fort que mes jointures blanchissaient, tandis que Gillian était assise à table, calme comme toujours, sirotant son thé comme si de rien n'était. Elle n'a même pas levé les yeux quand elle l'a dit. A juste lâché la bombe comme si ce n'était rien. Au fait, le mariage de Camille est réservé à la famille. Elle pense que ce sera moins gênant si tu ne viens pas, mon estomac s'est tordu et j'ai senti l'air être aspiré de la pièce. Moins gênant pour qui? J'avais été là à chaque instant de la vie de cette fille. Chaque genou écorché. Chaque nuit de fièvre où je suis resté assis près de son lit avec un linge froid. Chaque cours de ballet que j'ai payé même quand l'argent était rare. Chaque rupture que je l'ai aidée à traverser quand elle pensait que le monde s'effondrait. Et maintenant, le mariage de ma propre fille. Le jour dont je rêvais depuis qu'elle était petite. Le jour où je m'imaginais la conduire à l'hôtel. Et je n'étais même pas sur la liste. Je suis son père, ai-je dit, ma voix sortant basse et tremblante, comme si j'essayais de me convaincre que c'était encore vrai. Gillian a juste haussé les épaules, les yeux toujours fixés sur son thé. Tu réagis de manière excessive. Ce n'est qu'un mariage. Juste un mariage. Le mariage de ma fille. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing, et j'ai eu envie de crier, de renverser la table, de lui faire sentir à quel point cette coupure était profonde. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai ravalé comme je le fais toujours et je l'ai fixé, attendant quelque chose, n'importe quoi qui montrerait qu'elle s'en souciait. Rien n'est venu. Elle a pris une autre gorgée et c'est tout. Je me suis détourné, la poitrine serrée, et je suis allé dans le salon. Mon ordinateur portable était là, sur le canapé, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais en train de taper. Santorin, un voyage d'une semaine loin de cette maison, des haussements d'épaules de Gillian, de la piqûre d'être effacé par ma propre enfant. Je n'ai pas dit à Gillian ce que je faisais. Elle ne méritait pas de le savoir. J'ai juste réservé le vol, la villa, tout. Mes doigts bougeaient vite, comme si je faisais une course pour sortir avant de m'effondrer. Quand ce fut fait, je me suis adossé et j'ai laissé échapper un long soupir. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas supplier d'être inclus. S'il ne voulait pas de moi là-bas, très bien. J'irai là où je pourrais respirer à nouveau. Le lendemain matin, j'ai fait un sac. Rien d'extraordinaire. Juste quelques chemises, des shorts, mes vieilles sandales, et j'ai laissé une note sur le comptoir. Parti pour une semaine. N'appelle pas sauf en cas d'urgence. Je n'ai même pas regardé en arrière en fermant la porte. Le trajet jusqu'à l'aéroport a été comme me délester d'un poids que je portais depuis des années. Je n'arrêtais pas de rejouer les mots de Gillian dans ma tête. Moins gênant. Et chaque fois, ça me faisait serrer la mâchoire. Comment pourrait-il être gênant que je sois là? J'avais élevé Camille. C'est moi qui suis resté éveillé toute la nuit pour construire la maison de poupée qu'elle voulait pour Noël quand elle avait 6 ans. Celui qui l'a conduite à chaque récital. Celui qui lui a dit qu'elle était suffisante quand un abruti lui a brisé le cœur au lycée. Et maintenant quoi? J'étais l'étranger. Au moment où je suis monté dans l'avion, j'avais fini d'y penser. Le bourdonnement des moteurs a étouffé le bruit dans ma tête, et j'ai regardé par le hublot alors que le sol s'éloignait. Santorin m'attendait. De l'eau bleue, des maisons blanches, un endroit où je pourrais être autre chose que le type qui n'était pas assez bien pour sa propre famille. Je ne savais pas ce que j'y trouverais. Mais je savais une chose. Je n'allais pas les laisser me détruire. Ni Gillian, ni Camille, ni personne. J'avais passé trop de temps à être celui qui maintenait tout ensemble pendant qu'ils me prenaient pour acquis. Alors que l'avion montait plus haut, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas la paix, pas encore, mais l'étincelle de quelque chose de nouveau. Je n'étais pas sur leur liste, mais j'étais toujours là. Et j'allais découvrir ce que cela signifiait. Un jour à la fois, en commençant par ce premier pas hors de l'avion, dans un monde qui ne savait pas à quel point je souffrais. Je suis sorti du taxi et j'ai marché sur le chemin de pierre menant à ma villa. Le chaud soleil de Santorin me frappait le visage tandis que le chauffeur transportait mon sac derrière moi. La mer Égée s'étendait en dessous, scintillant comme si elle se pavanait juste pour moi, et les murs blanchis à la chaux de la falaise brillaient contre le ciel bleu. Je pouvais sentir l'odeur du sel dans l'air, mêlée à quelque chose de doux. Peut-être des fleurs, peut-être juste la liberté. Le gars à la réception m'a tendu une clé et une coupe de champagne, souriant comme s'il savait que j'en avais besoin. Je l'ai prise,
J'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers ma chambre, poussant la porte pour découvrir une vue qui m'a coupé le souffle. Des fenêtres du sol au plafond encadraient l'océan, et un petit balcon était suspendu juste au bord de la falaise. J'ai laissé tomber mon sac et je suis sorti, la brise tirant sur ma chemise. À la maison, Camille était probablement en train de s'agiter à propos des centres de table. Ceux, très chics, que Gillian n'arrêtait pas de lui envoyer par texto. Ceux dont je les avais entendus parler des mois plus tôt, quand je faisais encore partie de leur monde. Gillian posait probablement pour des selfies à la fête prénuptiale, affichant ce sourire qu'elle avait perfectionné au fil des années à tout ramener à elle. Et moi, j'étais ici, à des milliers de kilomètres, avec rien d'autre que le bruit des vagues et le pétillement froid du champagne dans ma main. J'ai enlevé mes chaussures, posé mes pieds sur la balustrade du balcon et j'ai regardé l'eau. C'était calme, plus calme que ma vie ne l'avait été depuis des années. Pas de dispute, pas d'exigence, personne ne me demandant de réparer quelque chose ou de payer pour quelque chose ou juste de me taire et d'encaisser. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo de mes pieds nus contre le bleu infini, et les posté en ligne avec une légende, le silence me va bien. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, juste une petite pique peut-être, ou juste une façon de marquer le moment. En quelques minutes, mon cousin Théo est apparu dans les commentaires avec une série d'émojis qui rient et un « Tu vis ta meilleure vie », un. Ma sœur Rosa m'a envoyé un message presque immédiatement. « Attends, tu n'étais pas censé être au mariage. » Je ne lui ai pas répondu. Pas encore. Je n'étais pas prêt à expliquer comment j'avais été exclu. Comment ma propre fille avait décidé que je n'avais pas ma place au plus grand jour de sa vie. Gillian et Camille. Rien de leur part. Pas de texto, pas d'appel, pas de « j'aime » sur la photo. J'ai attendu un peu, sirotant ma boisson, regardant l'écran, m'attendant à moitié à quelque chose. Où es-tu? Ou même un « j'espère que tu vas bien. Mais leur silence était plus fort que la mer. J'ai posé le téléphone et je me suis adossé à la chaise, laissant le soleil réchauffer mon visage. Bien. Qu'elles gardent leur silence. Je n'en avais pas besoin. J'ai fait signe à un serveur qui passait et j'ai commandé une autre boisson, quelque chose de plus fort cette fois, un whisky on the rock. Les glaçons ont teinté dans le verre quand il l'a apporté, et j'ai pris une lente gorgée, sentant la brûlure glisser dans ma gorge. La villa était petite mais parfaite. Mur blanc, un lit avec des draps frais, une petite table où je pouvais m'asseoir et regarder le monde passer. Je n'avais pas de plan pour la semaine, et c'était la meilleure partie. Pas d'horaire, pas d'obligation, juste moi et cet endroit. J'ai pensé à la maison pour une seconde, à la maison que j'avais laissée derrière moi, la cuisine où Gillian avait lâché cette nouvelle comme si de rien n'était. La place vide où je garais ma voiture. Puis je les chassais de ma tête. Elles étaient occupées avec leur mariage, leur drame, leur vie qui ne m'incluait pas. Très bien, je me ferai la mienne. Le soleil a commencé à descendre plus bas, peignant le ciel d'orange et de rose, et je suis resté là, un verre à la main, le regardant s'enfoncer dans l'eau. Mon téléphone a de nouveau vibré. Théo probablement, ou Rosa qui prenait des nouvelles. Je l'ai ignoré. C'était mon temps, ma vue, ma paix. Je n'allais laisser personne me ramener dans le désordre que j'avais fui. Le whisky était doux, la brise était fraîche, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de devoir être quoi que ce soit pour qui que ce soit. J'ai fini mon verre, l'ai posé, et j'ai penché la tête en arrière, fermant les yeux. Le son des vagues arrivait, régulier et lent, et je l'ai laissé m'emporter. Quoi qu'elle fasse à la maison, ça n'avait pas d'importance. La vue était meilleure d'ici, et j'allais en profiter à chaque seconde. J'étais au 3e jour de mon évasion à Santorin, étalé sur une chaise longue près de la piscine à débordement de la villa, quand la paix que j'avais construite a commencé à se fissurer. Le soleil était haut, le ciel clair, et je venais de m'installer avec une bière fraîche, la condensation coulant sur ma main alors que je regardais l'eau scintiller en dessous. Tout était parfait, le genre de calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Celui qui me laissait respirer sans que quelqu'un ait besoin de quelque chose de moi. Puis mon téléphone a vrombi. J'y ai jeté un œil, m'attendant peut-être à un texto de Rosa ou à une autre blague stupide de Théo. C'était Théo, en effet, mais le message n'était pas drôle. Appelle-moi dès que possible. Tu ne vas pas y croire. Mon estomac s'est un peu serré, mais je l'ai ignoré. Quoi que ce soit, ça pouvait attendre. J'ai pris une gorgée de ma bière et je me suis adossé, fermant les yeux contre l'éblouissement. Puis il a de nouveau vibré.
3 appels manqués de Gillian, l'un après l'autre, illuminant l'écran comme un avertissement. Avant même que je puisse digérer ça, le nom de Camille est apparu avec un appel. Je l'ai laissé sonner, regardant les secondes s'écouler jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis Gillian à nouveau, 2 fois de plus. Mon téléphone se transformait en champ de bataille, et je suis resté là à le regarder, la bière ayant soudain un goût plat dans ma bouche. Qu'est-ce qui se passait, bon sang? Je ne voulais pas le savoir. Pas encore. Pas alors que j'avais enfin trouvé un coin du monde qui ne me donnait pas l'impression de m'écraser. J'ai mis l'appareil en silencieux, les retourné face contre la table, et je me suis tourné sur la chaise longue, essayant de retrouver le calme que j'avais il y a 5 minutes. L'eau de la piscine clapotait doucement contre le bord, et je me suis concentré là-dessus, sur la brise caressant ma peau, sur le bourdonnement lointain d'un bateau quelque part en mer. Mais mon esprit ne voulait pas se calmer. Pourquoi appelait-elle maintenant? Après des jours de rien, pas de texto, pas de « Et, où es-tu passé ?» Soudain, elle ne pouvait plus s'arrêter de faire exploser mon téléphone. Je l'ai repris juste pour vérifier et j'ai vu les notifications s'accumuler. Des messages vocaux de Gillian, un texto de Camille qui disait juste « Papa », même un appel manqué de mon beau-frère Colin, qui n'appelle jamais sauf s'il est sous l'eau dans le pétrin. C'était comme s'ils s'étaient tous souvenus que j'existais au même moment. Et je ne savais pas si je devais me sentir en colère, suffisant, ou juste fatigué. J'ai reposé le téléphone, plus fort cette fois, et j'ai attrapé ma bière, la finissant d'une longue traite. Si je n'étais pas assez important pour être au mariage de Camille, pourquoi devrait-il être assez important pour gâcher ma journée? J'avais passé des années à être le gars qui décrochait le téléphone, qui laissait tout tomber pour régler leurs problèmes, les disputes de Gillian, les crises de Camille, les décisions stupides de Colin. Pas cette fois. J'ai fait signe au serveur qui passait et j'ai commandé une autre bière. Ma voix était stable même si ma poitrine se sentait serrée. Il l'a apportée rapidement et je l'ai ouverte, le sifflement coupant le silence. J'ai pris une gorgée et j'ai regardé l'horizon, essayant de chasser le bourdonnement de ma tête. Elles avaient fait leur choix en me laissant hors de cette liste. Gillian avec ses haussements d'épaules, Camille avec son silence. Elles n'avaient pas le droit de décider maintenant que j'avais de l'importance. Je les ai imaginées à la maison, probablement en train de s'agiter après que quelque chose ait mal tourné, pensant que le bon vieux papa débarquerait comme toujours. Peut-être que les fleurs n'étaient pas arrivées ou que le gâteau était en retard ou que quelqu'un avait dit quelque chose de stupide au dîner de répétition. Quoi que ce soit, ce n'était pas mon problème. Je me suis adossé, le soleil réchauffant mon visage, et j'ai laissé mon esprit vagabonder vers des choses plus simples. Le goût de la bière, la façon dont l'eau ressemblait à du verre, le fait que je n'avais pas à être n'importe où ni à faire quoi que ce soit. Mon téléphone a de nouveau vibré, contre la table, mais je n'ai même pas tressailli. Laisse-le sonner. Laisse-les laisser leur message frénétique. Je n'étais plus leur filet de sécurité. J'ai fini la bière, j'ai posé la canette vide et je me suis étiré sur la chaise longue, les bras derrière la tête. La piscine scintillait devant moi, et la mer s'étendait à l'infini au-delà. C'était mon espace, mon temps, et ils n'étaient pas les bienvenus ici. J'ai fermé les yeux, la chaleur s'infiltrant en moi, et j'ai décidé que je m'occuperais d'eux plus tard. Peut-être demain, peut-être jamais. Pour l'instant, j'en avais fini. Le téléphone pouvait vibrer autant qu'il voulait. Je ne décrochais pas. Je me suis réveillé au son doux des vagues s'écrasant sous ma villa, le soleil du matin se faufilant à travers les rideaux et réchauffant la pièce. C'était le 4e jour à Santorin et j'avais commencé à me sentir comme un homme différent. Plus léger, comme si j'avais laissé derrière moi plus qu'une simple valise. Je me suis étiré, suis sorti du lit et j'ai marché pieds nus jusqu'au balcon, café à la main, laissant l'air marin me réveiller correctement. Mon téléphone était éteint depuis la salve d'appel d'hier, et je n'étais pas pressé de le rallumer. Quel que soit le désordre qui m'attendait, il pouvait rester là. J'étais à mi-chemin de mon café, regardant un bateau de pêche tanguer à l'horizon, quand j'ai finalement cédé et les rallumé, juste pour vérifier l'heure, me suis-je dit. L'écran s'est illuminé de notifications, mais une seule se démarquait, un long texto de Camille envoyé à 3 heures du matin, heure locale. Papa, s'il te plaît, appelle-moi. J'ai tout gâché. C'était tout. Pas de détails, pas d'explications, juste ces mots me fixant. J'ai posé le téléphone et j'ai pris une profonde inspiration, mon instinct me disant que quelque chose de gros s'était passé, mais je n'étais pas encore prêt à plonger. J'ai fini mon café lentement et délibérément,
laissant le goût amer me ramener sur terre. Puis j'ai parcouru les appels manqués et les messages vocaux. Gillian, Colin, même tante Noël, mais je ne les ai pas écoutés. À la place, j'ai appelé Théo. Il a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix forte et amusée. « Mec, tu as choisi la semaine parfaite pour disparaître, a-t-il dit en riant. Ce mariage ? Un désastre total. Je me suis appuyé contre la balustrade, le téléphone pressé contre mon oreille, et j'ai écouté pendant qu'il m'exposait la situation. Il s'est avéré que Camille et Bryce n'avaient même pas atteint la coupe du gâteau avant que tout ne s'effondre. Bryce avait trouvé des textos sur son téléphone de la part de son ex, des messages de fin de soirée de la veille du mariage, et il avait perdu la tête. Ils se sont disputés juste là, devant tout le monde, les voix s'élevant, les invités se déplaçant maladroitement sur leurs chaises. Puis la mère de Bryce est intervenue, criant sur Gillian, disant qu'elle avait poussé Camille au mariage ou une absurdité de ce genre. Colin, fidèle à lui-même, s'est saoulé et a commencé à crier sur le DJ pour avoir joué la mauvaise chanson. Théo a dit que la moitié des invités étaient partis avant la première danse, et que les autres étaient simplement assis là, regardant le chaos comme un mauvais film. Pas de discours, pas de départ au cierge magique, pas de fin heureuse, juste un gros et vilain gâchis. Je suis resté là, le soleil grimpant plus haut, et j'ai ressenti un étrange mélange de rien. Pas de choc, pas de tristesse, juste un espace vide où je pensais que je ressentirais quelque chose. Alors ouais, a conclu Théo, gloussant toujours. Tu n'as pas manqué grand-chose. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai regardé à nouveau le texto de Camille. J'ai tout gâché. Oui, elle l'avait fait. Mais ce n'était pas mon travail de réparer ça. Pas cette fois. Je pouvais l'imaginer si clairement. Gillian tournant en rond, essayant d'arranger les choses avec ce faux sourire. Camille pleurant dans son bouquet. Tout le monde cherchant quelqu'un à blâmer. Et moi ? Je n'étais pas là. Il s'en était assuré. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à l'intérieur, attrapant mes sandales et une serviette. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas appelé Gillian non plus. À la place, j'ai réservé un massage au spa de la villa, quelque chose avec des pierres chaudes, le genre de choses dont je ne m'étais jamais soucié auparavant. La dame à la réception a souri et a dit que je me sentirais comme un nouvel homme après. Bien, ai-je pensé. C'est ce que je veux. La salle de massage sentait la lavande, et la table était chaude contre mon dos alors que j'étais allongé. Les mains de la thérapeute pétrissaient les nœuds de mes épaules. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé mon esprit dériver. Pas vers le mariage, pas vers les larmes de Camille ou les excuses de Gillian, mais vers le son de la mer dehors, la façon dont l'air semblait pur ici. Elles avaient eu leur journée de contes de fées, ou du moins elles avaient essayé, et ça leur avait explosé au visage. Je n'étais pas suffisant à ce sujet, mais je n'étais pas désolé non plus. J'avais passé des années à être celui qui maintenait tout ensemble, payant les factures, calmant les disputes, m'assurant que tout le monde s'en sortait. Et la seule fois où je me suis éloigné, tout s'est effondré. Peut-être que cela aurait dû me faire sentir nécessaire, mais ce n'est pas le cas. Cela m'a juste fait plaisir d'être ici, et non là-bas. Le massage s'est terminé, et je suis sorti plus souple, plus léger, le soleil toujours haut dans le ciel. J'ai attrapé un gyro à un stand dans la rue, gras, chaud, parfait, et je me suis assis sur un banc surplombant l'eau, mangeant lentement. Mon téléphone est resté silencieux dans ma poche. Je ne l'ai pas vérifié à nouveau. Quoi qu'elle veuille, ça pouvait attendre. Elle se débrouillerait ou pas. Quoi qu'il en soit, j'en avais fini de revenir en courant. J'étais assis sur le balcon ce soir-là, le ciel virant à un violet profond alors que le soleil plongeait sous l'horizon, quand mon téléphone s'est de nouveau allumé. L'air était frais, et j'avais un verre de vin rouge à la main, celui que le serveur avait recommandé. Sec, fort, comme je l'aimais. J'avais passé la journée à marcher sur les falaises, laissant le soleil brûler les derniers restes de tension dans ma poitrine. Et je commençais enfin à sentir que ce voyage n'était pas seulement une évasion, mais quelque chose de plus. Puis le nom de Gillian a clignoté sur l'écran. 3 messages vocaux consécutifs, laissés dans l'après-midi. J'ai soupiré, j'ai posé le vin et je l'ai regardé pendant 1 minute, hésitant à écouter. La curiosité l'a emporté. J'ai appuyé sur lecture pour le premier, et sa voix est passée, aiguë et familière, comme si elle me grondait à travers le téléphone. Écoute, je ne sais pas où tu es, mais c'est ridicule. Si tu avais été là, peut-être que Camille ne se serait pas sentie si acculée.
Rappelle-moi. Le second était plus doux, mais toujours dégoulinant de ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente coupable. Je suis désolé. D'accord. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Juste nous devons parler. Le troisième était plus court, sec, comme si elle était agacée que je n'ai pas sauté sur les deux premiers. Très bien. Continue de nous ignorer. Mais ça n'aide personne. Je me suis adossé à la chaise, laissant les mots s'imprégner. Acculé si j'avais été là. Alors maintenant, c'était ma faute. Mon absence était la raison pour laquelle leur petit mariage parfait avait implosé. J'ai failli rire, mais ça s'est coincé dans ma gorge, se transformant en un grognement amer. Elle était douée pour ça, pour tordre les choses de sorte que je me sente comme le méchant pour ne pas être là où il ne me voulait pas en premier lieu. Puis Camille a essayé de m'appeler en FaceTime. Son nom est apparu, la petite sonnerie discordante dans le silence. Je l'ai regardé vibrer, sa photo clignotant, cette vieille photo de sa remise de diplôme du lycée quand elle me serrait encore dans ses bras sans réfléchir. J'ai appuyé sur refuser et j'ai posé le téléphone face contre table. Ma poitrine s'est serrée, mais je l'ai repoussée avec une gorgée de vin, laissant le goût le brûler. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Pas maintenant. Pas après avoir clairement indiqué que je ne faisais pas partie de leur plan. Quelques minutes plus tard, un texto est arrivé de tante Noël, la sœur de Gillian, celle qui agissait toujours comme si elle savait tout. Et, juste pour que tu saches, les choses auraient pu se passer différemment si tu avais été là pour maintenir l'équilibre. Camille est anéantie. Appelle-la. Maintenir l'équilibre. C'est comme ça qu'elles appelaient ça. Moi, étant celui qui restait calme, qui réglait les disputes, qui payait les factures et conduisait la voiture et s'assurait que tout le monde s'en sortait quel que soit le gâchis qu'ils avaient fait. J'avais été le pacificateur pendant des années. Le gars qui ne criait pas en retour quand Gillian s'emportait. Qui ne partait pas quand Camille arrêtait de dire merci. Et maintenant que je m'étais enfin éloigné, ils réalisaient qu'ils avaient besoin de moi. Trop tard. J'ai fini le vin et j'ai versé un autre verre, la bouteille cliquetant contre le bord. La mer était sombre maintenant, juste un scintillement de clair de lune sur les vagues. Et je suis resté assis là, laissant le silence m'envelopper. J'aurais pu rappeler. J'aurais pu décrocher pour Camille, l'écouter pleurer, lui dire que tout irait bien comme je l'avais toujours fait. J'aurais pu répondre à Gillian, la laisser me convaincre de rentrer à la maison pour régler leur chaos. Mais je ne l'ai pas fait. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti cette attraction, cette démangeaison d'être celui qui arrangeait les choses. J'aimais ça, la distance, la liberté, la façon dont je ne leur devais plus rien. J'ai pensé au mariage, à ce que Théo m'avait dit, Bryce partant en trombe, Gillian s'agitant, Camille s'effondrant. Je le voyais si clairement. Eux, regardant autour d'eux, s'attendant à ce que j'intervienne pour calmer les choses comme je l'avais fait 100 fois auparavant. Mais je n'étais pas là, et ils ne savaient pas comment gérer ça. Bien. Laisse-les se débrouiller. Je me suis levé, je me suis étiré et je suis retourné à l'intérieur, laissant le téléphone sur la table. La villa était fraîche et silencieuse, le lit m'attendait avec ses draps blancs impeccables. Je n'avais pas besoin d'être leur héros. Pas ce soir. Plus jamais. Je me suis glissé dans le lit, le vin encore chaud dans mon système, et j'ai fermé les yeux. Elles avaient fait leur choix en me laissant hors de cette liste, et j'avais fait le mien en montant dans cet avion. Si elles avaient besoin de moi maintenant, elles devraient attendre. J'en avais fini d'être le plan de secours. Le sommeil est venu facilement, et je n'ai pas du tout rêvé d'elle. J'étais assis dans un petit restaurant en bord de mer ce soir-là, le genre avec des tables en bois bancal et des lanternes vacillant dans la brise, quand mon téléphone a sonné. L'air sentait le sel et le poisson grillé, et j'avais une assiette de fruits de mer frais devant moi au poulpe, crevettes, une sorte de poisson blanc que je ne pouvais pas nommer, le tout arrosé d'huile d'olive et de citron. J'avais passé la journée à nager dans l'eau claire d'une plage de sable noir, laissant les vagues me bousculer jusqu'à ce que je sois trop fatigué pour penser. Maintenant, avec un verre de vin blanc frais à la main, je me sentais bien, mieux que bien. Comme si je m'installais enfin dans cette nouvelle version de moi-même. Le téléphone a vibré contre la table et j'ai vu le nom de Rosa s'afficher. J'ai failli ne pas répondre, ne voulant rien qui brise ce moment, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Et, ai-je dit, me penchant en arrière sur ma chaise. Elle n'a même pas dit bonjour, elle a juste commencé à rire si fort que je pouvais à peine distinguer ses mots. Oh mon Dieu,
tu as manqué un spectacle, a-t-elle finalement réussi à dire, sa voix craquant de joie. Et honnêtement, c'était magnifique de les voir réaliser ce qu'est la vie sans toi pour tout maintenir ensemble. J'ai posé le vin, un sourire se dessinant sur mes lèvres, et j'ai écouté pendant qu'elle déballait tout. Après que le mariage se soit effondré, les choses ont empiré. Camille a eu une crise de nerfs complète devant les invités, les larmes coulant, le mascara dégoulinant, quand Bryce est parti, la laissant planter là dans sa grande robe blanche. Gillian a essayé de faire comme si de rien n'était, papillonnant avec ce sourire crispé. Mais Rosa a dit, on pouvait voir la panique dans ses yeux. Elle cherchait quelqu'un pour arranger les choses, quelqu'un pour prendre les choses en main, et puis ça l'a frappé. Le seul qui ait jamais fait ça, c'était moi, et j'étais à 5000 km de là. Rosa a caqueté au téléphone, peignant le tableau. Colin bavant des insultes au barman. Tante Noël chuchotant assez fort pour que tout le monde entende que c'était la faute de Gillian. Le DJ remballant plutôt parce que personne ne dansait. Il ne savait pas quoi faire sans toi, a dit Rosa, reprenant son souffle. C'était comme regarder des fourmis quand on donne un coup de pied dans la fourmilière. J'ai piqué un morceau de poulpe avec ma fourchette et j'ai mâché lentement, laissant ces mots s'imprégner. Je n'étais pas surpris. Pas vraiment. J'avais toujours été le ciment, celui qui restait stable quand tout le monde perdait la tête. Fête d'anniversaire, vacances, dispute d'argent. J'étais le gars qui s'assurait que les lumières restaient allumées et que les cris cessaient. Et maintenant, sans moi, ils s'étaient effondrés. Je ne me sentais pas désolé pour eux. Je me sentais satisfait. Peut-être comme si le karma s'était enfin manifesté, juste à temps. Camille a pleuré pendant 1 heure, a poursuivi Rosa. Gillian n'arrêtait pas de dire, tu aurais dû être là. Comme si ça avait sauvé la journée. Mais tu sais quoi? Ils ne te voulaient pas là jusqu'à ce qu'ils aient besoin de toi. Elle a fait une pause, puis a ajouté, je suis fier de toi d'être resté loin. J'ai avalé la nourriture, le citron acidulé coupant la richesse, et j'ai pris une gorgée de vin. Ouais, ai-je dit, ma voix basse. Moi aussi. Nous avons parlé un peu plus de ses enfants, du temps qu'ils faisaient à la maison, puis nous avons raccroché. Je suis resté assis là, la nuit s'installant autour de moi, le son des vagues se mêlant au cliquetis de la vaisselle de la cuisine. Le restaurant était à moitié vide, juste quelques locaux discutant autour de bière, et j'aimais à quel point c'était petit, à quel point c'était loin de tout ce que j'avais laissé. J'ai imaginé Camille dans sa robe, sanglotant, et Gillian débitant ses excuses. Et pour la première fois, ça ne m'a pas fait mal. Ça ne m'a pas ramené en arrière. Ça m'a juste fait plaisir d'être ici, de manger cette nourriture, de boire ce vin, de vivre cette vie qu'il ne pouvait pas toucher. J'ai fini le repas lentement, savourant chaque bouchée. Les crevettes salées et sucrées, le poisson feuilleté et tendre. Le serveur m'a apporté un autre verre de vin sans que je le demande, et j'ai hoché la tête en guise de remerciement. L'addition est arrivée et je l'ai payé en espèces, laissant un gros pourboire parce que je le pouvais. Je suis retourné à la villa sous un ciel plein d'étoiles, le chemin serpentant le long de la falaise, mes sandales raclant les pierres. Quand je suis entré, je les ai enlevées, j'ai versé un dernier verre de la bouteille sur le comptoir et je suis sorti sur le balcon. La mer était noire maintenant, infinie, et je suis resté là, laissant la brise rafraîchir ma peau. Le rire de Rosa a résonné dans ma tête, et j'ai souri, vraiment souri, du genre qui atteint les yeux. Je me suis couché avec ce sentiment, les draps frais contre moi, et j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Ils avaient compris ce que je valais, mais je l'avais compris aussi. Et je n'allais pas le leur rendre. Je me suis réveillé au son des oiseaux gazouillant à l'extérieur de la villa. Le genre de bruit matinal doux qui donnait l'impression que le monde s'étirait en même temps que moi. Le soleil venait de poindre à l'horizon, projetant une ligne dorée sur la mer. Et je suis resté là 1 minute, fixant le plafond, laissant le calme s'installer. C'était le 6e jour à Santorin, et je m'étais habitué à ça, à me réveiller sans réveil, sans que quelqu'un frappe à la porte ou crie mon nom. Je suis sorti du lit, j'ai préparé une cafetière et je l'ai emportée sur le balcon, la tasse chaude dans ma main chassant le froid matinal. J'étais à mi-chemin de ma première gorgée quand j'ai décidé de vérifier mon téléphone. Pas parce que j'en avais envie, mais parce que je me suis dit que je ne pouvais pas les esquiver éternellement. Un email de Gillian m'attendait, envoyé tard la nuit dernière. Pas d'objet, pas de « cher » ou de « et », juste ces mots jetés sur l'écran comme si elle ne pouvait pas se soucier des formalités. Tu as fait passer ton message.
rentre à la maison pour qu'on puisse parler. Je l'ai lu 2 fois, le laissant s'imprégner, et j'ai senti ma mâchoire se crisper. Fais passer mon message comme si c'était un jeu. Comme si j'avais traversé la moitié du monde juste pour lui donner une leçon. Pas d'excuses. Pas de « j'avais tort ». Juste ce même vieux ton. Comme si j'étais un enfant qui avait claqué la porte et qui devait s'en remettre. J'ai posé la tasse et j'ai regardé l'eau, les vagues roulant, régulières et lentes. Elle ne comprenait pas. Elle pensait toujours que c'était à propos d'elle, de réparer ce qu'ils avaient cassé. Puis il y a eu un texto de Camille, un long, envoyé 1 heure après l'email de Gillian. Je l'ai ouvert et ces mots se sont déversés. Papa, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai laissé maman et la famille de Bryce me convaincre pour le truc famille seulement et j'ai été stupide. J'aurais dû me battre pour que tu sois là. S'il te plaît, appelle-moi. Je déteste ça. Je l'ai relu, plus lentement cette fois, et j'ai senti une lueur de quelque chose. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la tristesse, mais ça s'est estompé rapidement. Elle était désolée maintenant. Bien sûr. Après que le mariage se soit effondré, après qu'elle ait réalisé qu'elle ne pouvait pas gérer les retombées sans moi. Mais où étaient ses excuses quand elle faisait la liste, quand elle a laissé Gillian me rejeter comme si je n'avais pas d'importance? Je n'ai pas répondu par texto. Je n'ai pas appelé. J'ai tapé une réponse à Gillian à la place. Courte et sèche. J'ai prolongé mon séjour. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai éteint le téléphone et je me suis adossé à la chaise. Le café encore chaud dans mes mains. Laisse-les mariner avec ça. Laisse-les mijoter dans le silence qu'elle m'avait servi en premier. J'ai fini le café et je me suis levé, attrapant mes sandales et une veste légère. Je n'avais pas de plan, je voulais juste marcher, sentir le sol sous moi et l'air sur mon visage. Les rues d'Oya se réveillaient, les commerçants balayant leurs marches, les touristes prenant des photos des dômes blancs sur fond de ciel bleu. J'ai erré dans les ruelles, les pavés inégaux sous mes pieds, et j'ai pensé à la façon dont elle ne le voyait toujours pas. Gillian pensait que je reviendrais en courant parce qu'elle l'avait dit. Camille pensait que des excuses tardives effaceraient la piqûre. Elle ne comprenait pas que ce n'était pas un caprice. C'était moi, choisissant enfin moi-même. Je me suis arrêté dans un petit café, j'ai commandé une pâtisserie et un autre café, et je me suis assis dehors, regardant les gens passer. La pâtisserie était feuilletée, sucrée avec du miel et des noix, et je les mangeais lentement, laissant les miettes tomber où elles voulaient. À la maison, elles étaient probablement en train de faire les 100 pas, Gillian marmonnant sur mon entêtement. Camille se rongeant les ongles comme elle le faisait quand elle était stressée. Je pouvais presque les entendre. Il finira par revenir. Il le fait toujours. Sauf que non. Pas cette fois. J'ai payé l'addition et j'ai continué à marcher, le soleil grimpant plus haut, réchauffant les pierres autour de moi. J'ai trouvé un endroit surplombant la caldeira, juste un muret et une chute vers la mer, et je me suis assis là, mes jambes pendant au-dessus du vide. Le vent s'est levé, tirant sur mes cheveux, et j'ai fermé les yeux, le laissant me balayer. Elles avaient fait leur lit, Gillian avec son thé et ses haussements d'épaules, Camille avec sa liste d'invités et ses larmes. Maintenant, elles pouvaient s'y coucher. Je n'étais plus leur béquille. Je me suis levé, j'ai épousseté mes mains et je suis retourné à la villa. La journée s'étirait devant moi. Je nagerai plus tard, peut-être que je dînerai quelque part de nouveau. Mon téléphone est resté éteint dans ma poche, et je ne l'ai pas vérifié à nouveau. Elle pouvait attendre. J'avais passé des années à sauter quand elles appelaient. Maintenant, c'était mon tour de vivre, et elles devraient apprendre à le faire sans moi. Je me suis réveillé à nouveau tôt, le soleil de Santorin se glissant à travers les volets, peignant des bandes de lumière sur le sol. C'était mon 7e jour ici et j'avais commencé à aimer ces matins calmes. Le café qui infuse, la mer qui chuchote dehors, personne ne me tirant du lit avec un problème à résoudre. J'ai pris ma tasse et je suis sorti sur le balcon, l'air encore frais de la nuit, et je suis resté assis là, laissant la chaleur de la tasse s'infiltrer dans mes mains. La vue était la même que toujours, au bleu, falaise blanche, mais elle semblait différente aujourd'hui, comme si je la voyais plus clairement. Peut-être parce que je commençais à me voir plus clairement aussi. J'ai siroté le café, lentement et régulièrement, et j'ai laissé mon esprit vagabonder, non pas vers les emails de Gillian ou les textos de Camille, mais plus loin en arrière, vers toutes les années que j'avais passées à m'effacer à l'arrière-plan de leur vie.
Ça m'a frappé alors que j'étais assis là, les vagues s'écrasant en dessous, depuis combien de temps j'étais invisible. J'ai pensé à mes anniversaires, comment elles oubliaient jusqu'à la dernière minute, Gillian me lançant une carte qu'elle avait attrapée à la station-service, Camille disant « Oh, ouais, joyeux anniversaire, papa ». Comme si c'était une pensée après coup. Je me suis souvenu de la façon dont elle me présentait lors d'événements. C'est juste papa. Comme si j'étais un meuble, quelque chose qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'il disparaisse. Gillian avait une façon de remplir chaque pièce. Son rire fort. Ses histoires grandioses. Et Camille l'a compris jeune, apprenant à briller pendant que je me tenais derrière elle, calme, stable, payant les factures. J'avais traversé la ville plus de fois que je ne pouvais compter. Ramassant Camille de la danse quand il pleuvait. Réparant la voiture de Gillian quand elle tombait en panne. Transportant des cartons quand elle décidait de redécorer sur un coup de tête. J'ai tout payé aussi. Les chaussons de ballet, les robes de bal, ce dîner chic quand Camille a obtenu son diplôme, celui où elles ont remercié le serveur plus que moi. Et le chaos, oh mon Dieu, le chaos. Chaque dispute qu'elles avaient, chaque fois que Gillian partait en trombe ou que Camille claquait sa porte, c'était moi qui calmais les choses, qui les ramenais à la normale, qui m'assurait que la maison ne s'effondrait pas. Elles en riaient plus tard. Oh, papa est si ennuyeux. Toujours si sérieux. Et je souriais, pensant que c'était juste comme ça. Je me suis adossé à la chaise, le café refroidissant, et j'ai regardé la mer ennuyeux. C'est comme ça qu'elles appelaient ça. Moi, maintenant tout ensemble. Moi, m'assurant qu'elles avaient ce dont elles avaient besoin. J'avais été l'arrière-plan de leur vie. Le gars qui tenait le cadre pour qu'elles puissent peindre n'importe quelle image qu'elles voulaient. Et qu'est-ce que j'ai eu? Un haussement d'épaule. Une excuse de « moins gênant ». Une liste d'invités avec mon nom rayé. J'ai posé la tasse et je me suis levé. Marchant jusqu'au bord du balcon, la pierre rugueuse sous mes mains. J'ai pensé au mariage. Comment elles l'avaient planifié sans moi, comment elles avaient ri et posé et n'avaient jamais demandé ce que je pensais. J'avais imaginé ce jour pendant des années, conduisant Camille à l'hôtel, portant un toast, me sentant important. Mais elles ne le voyaient pas de cette façon. Elles me voyaient comme le gars qui se présenterait de toute façon, qui réparerait si ça tournait mal, qui encaisserait le coup et se tairait. Plus maintenant. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai attrapé mes sandales et je suis sorti. Les rues d'Oya se réveillaient à nouveau, les vendeurs criant, l'odeur du pain flottant d'une boulangerie. J'ai marché sans direction, laissant simplement mes pieds me porter à travers les ruelles blanchies à la chaux, le soleil grimpant plus haut. Je suis passé devant une petite boutique vendant des peintures, des couleurs vives, des scènes de la mer, et je me suis arrêté, regardant l'artiste tamponner une toile. Il ne m'a pas remarqué, il a juste continué à travailler, perdu dans son propre monde. J'enviais ça, être au milieu de quelque chose, pas juste le soutenir pour quelqu'un d'autre. J'ai continué, les pavés chauds sous mes semelles, et j'ai trouvé un banc surplombant l'eau. Je me suis assis là, le vent tirant sur ma chemise, et j'ai laissé tout se déverser dans ma tête. Les années à être l'arrière-plan, la façon dont elles m'avaient pris pour acquis, la façon dont je les avais laissées faire. Ce n'était pas seulement le mariage. C'était tout. Je leur avais donné mon temps, mon argent, ma patience, et elles ne m'avaient rien donné en retour. Pas même une place à la table. Je suis resté là longtemps, le soleil se déplaçant au-dessus de ma tête, jusqu'à ce que mon estomac grogne et que je réalise que je n'avais pas mangé. Je me suis levé, j'ai trouvé une taverne et j'ai commandé une assiette de poisson grillé et une bière. La nourriture était simple, bonne, et j'ai mangé seul, regardant la mer. Je n'étais pas l'arrière-plan ici. J'étais celui qui mangeait, buvait, vivait, et je n'allais pas retourner à ce vieux rôle. Pas pour Gillian, pas pour Camille, pas pour personne. Je me suis réveillé à nouveau au son de la mer, doux et régulier, comme si elle m'appelait hors du lit. C'était mon 8e jour à Santorin, et je me sentais différent. Comme si le poids que j'avais porté pendant des années commençait enfin à se lever. Pas tout d'un coup, mais pièce par pièce. J'ai fait du café, comme toujours, et je l'ai emporté sur le balcon. Le soleil du matin était doux sur mon visage. L'air sentait le propre, le salé, et j'ai siroté lentement, laissant la chaleur me réveiller. Aujourd'hui semblait ouvert, comme si je pouvais faire n'importe quoi, et j'ai décidé d'aller à la plage, quelque part de calme, loin de la foule. J'ai attrapé une serviette, mes sandales et une bouteille d'eau,
puis j'ai descendu le chemin sinueux de la villa, la pierre lisse sous mes pieds. La plage était petite, nichée entre des falaises avec du sable foncé qui scintillait à la lumière. Il n'y avait presque personne, juste quelques locaux et une femme assise seule près de l'eau, lisant un livre. J'ai laissé tomber mes affaires, j'ai enlevé mes chaussures et je suis entré dans l'eau, les vagues fraîches contre mes jambes. J'ai nagé un moment, laissant le courant me tirer, me sentant fort et libre d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quand je suis revenu sur le rivage, dégoulinant et salé, la femme a levé les yeux de son livre et a souri, un petit sourire facile, comme si nous nous étions déjà rencontrés. Bonne baignade, a-t-elle demandé, sa voix chaude, accentuée par quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Ouais, ai-je dit, attrapant ma serviette. La meilleure partie de la journée jusqu'à présent. Elle a ri et nous avons commencé à parler. Rien de bien important, juste des choses simples sur l'île, l'eau, la façon dont le soleil frappait les falaises. Son nom était Serena, une veuve voyageant seule, et elle avait ce calme en elle, comme si elle en avait assez vu pour savoir ce qui comptait. Nous sommes restés assis là, sur le sable, les vagues clapotant près de nous, et nous avons échangé des histoires. Elle m'a parlé de l'éducation de son fils, de son départ pour l'université qu'il avait laissé avec une maison vide. Je lui ai parlé de Camille, pas du mariage, pas encore, juste des premiers jours, du récital et des discussions de fin de soirée. Nous savions tous les deux ce que c'était que de tout donner à un enfant et de le voir ensuite construire une vie sans vous. Il n'y avait aucune pression. Pas besoin d'impressionner, juste deux personnes partageant un moment. Le soleil a grimpé plus haut et nous avons décidé de prendre un verre dans une petite cabane sur la plage. Nous avons commandé du vin, blanc et vif, et nous nous sommes assis à une table bancale, la mer s'étendant devant nous. Elle a ri de mes blagues stupides, et j'ai aimé la façon dont ses yeux se plissaient quand elle le faisait. Nous avons parlé davantage de l'épuisement d'être toujours le responsable, de la façon dont on peut aimer quelqu'un et avoir quand même besoin de lâcher prise. Je ne lui ai pas parlé de la liste d'invités ou des emails de Gillian, mais je n'en avais pas besoin. Elle comprenait. La douleur silencieuse d'être laissé pour compte. Le soulagement de trouver son propre espace. L'après-midi s'est écoulé facilement et lentement. Et alors que le soleil commençait à descendre, nous sommes retournés vers l'eau, verre de vin à la main. Nous sommes restés là, pieds nus dans les bas-fonds, regardant le ciel virer à l'orange et au rose, puis au violet. Aucun de nous n'a beaucoup parlé. Nous avons juste laissé le silence s'installer entre nous, confortable, réel. Pour la première fois depuis une éternité, je n'attendais pas que quelqu'un ait besoin de moi. Je ne désirais pas être vu. J'étais juste là, avec elle, avec la mer. Et c'était suffisant. Quand il a fait nuit, nous nous sommes dit bonsoir. Pas de promesses, pas de plan, juste un signe de tête et un sourire. Je suis retourné seul à la villa. L'air nocturne était frais contre ma peau, et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des jours. J'ai versé un dernier verre de vin et je suis sorti sur le balcon, les étoiles brillant au-dessus de ma tête. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo de moi, lunettes de soleil sur le nez, verre de vin à la main, l'océan sombre derrière moi, et je l'ai posté avec une légende. Il s'avère que réagir de manière excessive ressemble à la paix. Je n'ai pas vérifié les « j'aime » ou les messages, j'ai juste posé le téléphone et je me suis appuyé contre la balustrade. Le rire de Serena a résonné dans ma tête, et j'ai souri, sirotant lentement. C'était ça qui m'avait manqué. Pas les grands moments, pas les merci que je n'ai jamais eus, mais ça, une journée qui était à moi, un souvenir pour lequel je n'avais pas à me battre. Je n'étais pas désolé d'être parti. Je n'étais pas désolé d'être resté. J'ai fini le vin, le verre froid dans ma main, et je suis rentré. Le lit m'attendait, et je me suis glissé dedans, les draps doux contre moi. Le sommeil est venu rapidement et j'ai rêvé de la mer. Pas de la maison, pas d'eux, juste des vagues et du ciel ouvert. Je me suis réveillé lors de mon dernier jour à Santorin avec le soleil déjà haut, filtrant à travers les fenêtres de la villa comme s'il me pressait de bouger. J'avais dormi profondément, du genre de sommeil qui vous laisse une sensation de neuf. Mon vol de retour était ce soir-là, et j'aurais pu passer la journée à faire mes valises, à m'inquiéter de ce que je trouverais en rentrant. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait du café, je l'ai emporté sur le balcon et je suis resté là, à regarder la mer scintiller sous la lumière du matin. 9 jours ici, et je n'étais plus le même homme qui était descendu de cet avion, blessé, en colère, fuyant une liste d'invités qui ne portait pas son nom. Maintenant, je me sentais solide, comme si j'avais construit quelque chose ici,
quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. J'ai fini le café et j'ai décidé de faire une dernière randonnée pour goûter une dernière fois à l'île avant de partir. J'ai attrapé mes sandales, une bouteille d'eau et je suis sorti, suivant un sentier le long des falaises. Le chemin était accidenté, serpentant à travers les rochers et les buissons broussailleux, le soleil chaud dans mon dos. J'ai marché d'un pas régulier, ma respiration calme, sentant la brûlure dans mes jambes et la pression. La vue s'est ouverte au sommet, une étendue d'eau bleue à perte de vue, des maisons blanches accrochées aux collines, et je me suis assis sur une pierre plate, essuyant la sueur de mon front. Mon téléphone a vibré dans ma poche, et je l'ai sorti. Camille encore, un autre appel manqué, le 3e cette semaine. Je n'avais répondu à aucun d'eux. Je n'avais pas écouté les messages vocaux qui s'accumulaient de sa part et de celle de Gillian. J'ai fixé son nom sur l'écran, puis j'ai éteint le téléphone. Je n'étais pas prêt. Pas encore. Je suis retourné à la villa vers midi, j'ai pris une douche et j'ai fait mes valises lentement, pliant mes chemises, rangeant mes sandales dans le sac. J'avais eu des nouvelles de Rosa il y a quelques jours. Gillian avait emménagé chez tante Noël pour « donner de l'espace », quoi que cela signifie. Camille appelait toujours, envoyait toujours des textos, mais je ne leur devais pas mon temps. Je me suis assis sur le lit, le sac fermé, et je lui ai laissé un message vocal, court, calme, ma voix stable. Quand tu seras prête à parler comme une fille et non comme une crise de relations publiques, fais-le-moi savoir. C'était tout. J'ai raccroché, j'ai pris mes affaires et j'ai rendu les clés. Le taxi m'attendait pour m'emmener à l'aéroport. Le vol de retour a été long, mais ça ne m'a pas dérangé. J'ai regardé les nuages par le hublot, le monde rétrécissant en dessous, et j'ai ressenti une sorte de force tranquille, comme si j'avais reconquis quelque chose là-bas. Quand j'ai atterri, l'air était plus froid, plus vif, et j'ai conduit jusqu'à la maison dans le noir, la maison vide. Quand je suis entré, les affaires de Gillian avaient disparu. Ses manteaux, ses chaussures, le désordre qu'elle laissait toujours sur le comptoir. Ça ne semblait pas solitaire. Ça semblait propre. J'ai laissé tomber mon sac, j'ai versé un verre d'eau et je suis resté dans la cuisine, le silence épais autour de moi. Le lendemain, j'ai sorti mon vieux costume de mariage, celui que j'avais prévu de porter pour Camille, celui que j'avais repassé et accroché des mois auparavant. Il me semblait lourd dans mes mains, comme un souvenir dont je n'avais plus besoin. Je l'ai conduit à une boutique de charité en ville, je l'ai remis avec un signe de tête et je suis sorti plus léger. De retour à la maison, j'ai trouvé un dépliant pour un groupe de randonnée coincé dans la boîte aux lettres. Des gars du coin qui se retrouvaient le week-end pour parcourir les sentiers. J'ai appelé le numéro, je me suis inscrit pour le prochain et je l'ai noté sur le calendrier. Ce soir-là, je me suis préparé à dîner, un steak, simple, comme je l'aimais, et j'ai mangé à table. Pas de télé, pas de téléphone, juste moi et la nourriture. J'ai pensé au mariage, aux histoires de Théo, aux rires de Rosa, à la façon dont tout s'était effondré. Je n'avais rien manqué. Elles avaient eu leur journée, leur chaos, et j'avais eu la mienne. 9 jours de soleil, de mer et de paix. Si elles pensaient que je réagissais de manière excessive, qu'elles le pensent. Je ne revenais pas à l'ancien moi, le gars qui attendait qu'elles le voient, qui réparait leur gâchis et encaissait leur haussement d'épaule. J'ai lavé la vaisselle lentement et soigneusement, l'eau chaude sur mes mains. La maison était à moi maintenant, pas à elle, plus maintenant. Je me suis couché tôt, les draps frais, et j'ai dormi sans rêver. Le lendemain matin, je me suis réveillé sous la pluie qui tapotait doucement et régulièrement contre les fenêtres. J'ai fait du café, je me suis assis près de la vitre et j'ai regardé la pluie tomber. Camille appellerait à nouveau. Peut-être que Gillian se pointerait, sac à la main, s'attendant à ce que je la reprenne. Mais je ne les attendais pas. J'avais mes randonnées, mon calme, ma vie. Elle m'avait sous-estimé, et ça m'allait. Je n'étais plus l'arrière-plan. J'étais l'histoire tout entière. J'ai toujours cru qu'il fallait prêter attention aux détails. Les petites choses, comme la façon dont une personne se tortille sur sa chaise quand elle ment, ou comment ses yeux s'échappent au mauvais moment. La façon dont un sourire peut être trop parfait, trop répété. C'est une compétence que j'ai acquise avec le temps, principalement comme un mécanisme de survie. Et ce matin, alors que j'étais assis à la table de salle à manger de ma belle-sœur Caroline pour notre brunch familial mensuel, cette compétence me hurlait dessus. Jessica, ma femme, a posé une tasse de café fumant devant moi. Ses lèvres se sont courbées en ce sourire doux et sans effort qu'elle avait perfectionné au fil des ans.
Je t'ai fait un café spécial, chérie, a-t-elle dit, sa voix aussi douce que de la soie. Je ne prétends pas être un connaisseur de café, mais je sais comment le café doit sentir. Je connais l'arôme profond et terreux, l'amertume riche qui remplit l'air avant même que vous ne preniez une gorgée. Celui-ci était différent. À la seconde où la vapeur a atteint mon nez, quelque chose s'est tordu dans mes entrailles. Il y avait une odeur sous-jacente, faible mais indubitable, métallique. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas laissé mon visage trahir la moindre lueur de suspicion. Au lieu de cela, j'ai pris la tasse, faisant tourner doucement le liquide sombre, prétendant apprécier son effort. Comme c'est gentil, ai-je murmuré, offrant un petit sourire en retour. Les yeux de Jessica ont vacillé juste une seconde, à peine perceptible. Sauf si vous regardiez, sauf si vous saviez quoi chercher. De l'autre côté de la table, Caroline remuait paresseusement son propre café, ses longs ongles tapotant contre la porcelaine. Elle jouait toujours le rôle de l'observatrice décontractée, regardant, attendant, prétendant qu'elle n'était pas au courant de ce qui se passait en coulisses. J'avais appris à mes dépens qu'avec ces deux-là, rien n'était jamais décontracté. Au cours de l'année écoulée, j'avais été malade plus de fois que je ne pouvais compter. Des douleurs à l'estomac qui me laissaient plier en deux au lit. Des nausées si intenses que je pouvais à peine me tenir debout. Des visites aux urgences avec des médecins se grattant la tête, incapables d'expliquer pourquoi mon corps me trahissait. Et toujours, cela se produisait après un repas préparé par Jessica ou lors d'un de ses brunchs chez Caroline. Coïncidence? Peut-être une fois, peut-être deux. Pas autant de fois. J'avais des théories, bien sûr, des soupçons tordus et sauvages que tout homme sensé rejetterait. Mais j'avais appris qu'ignorer les signes ne les faisait pas disparaître. Alors aujourd'hui, j'avais un plan. J'ai attrapé mon téléphone, faisant semblant de vérifier un message. Puis, avec une chute parfaitement synchronisée, j'ai heurté la table. Juste assez pour faire cliqueter les tasses. Juste assez pour créer un moment de chaos. Ah, zut, ai-je marmonné en me redressant. La main de Jessica a jailli, ses doigts agrippant le bord de la table. Une réaction naturelle, peut-être, mais ses yeux sont allés directement à ma tasse de café. Pas à moi. À la tasse. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. En me redressant, j'ai tendu la main, échangeant mon café avec celui de Caroline. C'était rapide, sans effort, le genre de mouvement que l'on apprend après des années à jouer en défense dans un jeu auquel on ne s'est jamais inscrit. Caroline a à peine levé les yeux, trop absorbée par ce qu'elle tapait sur son téléphone. Jessica, cependant, a remarqué. Elle s'est rapidement reprise, forçant un autre sourire. Mais j'ai vu le moment d'hésitation, la façon dont sa gorge a travaillé alors qu'elle déglutissait. « Fais attention, chérie », a-t-elle dit d'une voix légère. « Ne sois pas trop maladroit. Je ne voudrais pas que tu renverses ce café spécial que j'ai fait juste pour toi. » J'ai ri, levant la nouvelle tasse à mes lèvres, faisant semblant de siroter. L'odeur flottait encore dans l'air, tordant mon estomac en nœuds. Mais maintenant, ce n'était plus mon problème. J'ai reposé la tasse sur la table, regardant, attendant. 30 minutes. C'est tout ce qu'il faudrait. Caroline ne le savait pas encore, mais elle était sur le point de devenir la preuve dont j'avais besoin. La preuve que ma propre femme essayait de m'empoisonner. 30 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. Je suis resté assis là, calme et patient, regardant les doigts de Caroline trembler légèrement autour de l'anse de la tasse de café. Au début, c'était subtil, à peine perceptible, juste une légère hésitation dans sa prise, mais je l'ai vu. J'ai tout vu. Jessica était assise à côté de moi, son corps raide malgré le sourire détendu qu'elle gardait plaqué sur son visage. Elle regardait aussi, bien qu'elle ait essayé de faire semblant du contraire. Toutes les quelques secondes, son regard se portait sur moi, puis sur Caroline, puis de nouveau sur moi, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose se produise. Le seul problème, c'est que ça ne m'arrivait pas à moi. Caroline a expiré, s'agitant sur son siège. Elle s'est frotté les doigts contre sa tempe comme si elle essayait de se débarrasser d'un mal de tête. « Hugh » a-t-elle marmonné à voix basse. « Je me sens bizarre. » Jessica a tourné la tête brusquement, son sourire vacillant juste une seconde. « Bizarre comment ?» Caroline a froncé les sourcils, clignant des yeux plusieurs fois. Ses yeux normalement vifs semblaient flous, comme si elle avait du mal à suivre la conversation. Juste pas bien.
J'ai des picotements dans les mains, a-t-elle murmuré, fléchissant les doigts. Et mon estomac, les doigts de Jessica se sont crispés sur le bord de la table. Ses jointures devenaient blanches. C'est peut-être juste la chaleur, a-t-elle dit rapidement, forçant un rire. Ou peut-être que tu n'as pas assez mangé ce matin. Je me suis penché en arrière, posant mon bras nonchalamment le long de la chaise, faisant semblant d'être inconscient. À l'intérieur, mon pouls battait la chamade. Je connaissais cette réaction. Je l'avais vécue trop de fois. La nausée qui commence comme un creux dans l'estomac, se propageant comme une maladie invisible. Le vertige qui fait légèrement basculer le monde, juste assez pour vous désorienter. Les picotements dans les doigts, la faiblesse soudaine dans les membres. J'avais ressenti tout cela avant, et maintenant Caroline le ressentait. J'ai jeté un coup d'œil à la tasse de café devant moi, celle qui aurait dû être la mienne. Elle était encore intacte, la vapeur s'enroulant paresseusement dans l'air. Cette étrange odeur métallique persistait encore, me narguant. La main de Jessica s'est tendue vers sa propre tasse, mais elle n'en a pas bu. Elle regardait, attendait. J'ai vu le moment où la prise de conscience l'a frappée. Son souffle s'est coupé, son dos s'est redressé, et pendant une seconde, juste une fraction de seconde, ses yeux se sont agrandis d'horreur avant qu'elle ne le masque. Oh! Oh, elle savait. Elle savait que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas juste de la paranoïa de ma part. Elle avait planifié cela. Elle s'attendait à ce que je boive ce café. Et maintenant, en regardant le corps de Caroline la trahir, le poids de son erreur s'enfonçait. Le café était empoisonné, et elle l'avait empoisonné. Ma propre femme. Je me suis tourné vers Caroline, l'étudiant attentivement. Sa respiration s'était légèrement accélérée, et ses doigts agrippaient maintenant la table comme pour se stabiliser. Sa langue habituellement acérée avait été remplacée par une confusion léthargique. « Qu'est-ce que tu as mis exactement dans ce café, Jess ?» ai-je demandé, gardant ma voix légère, décontractée. Jessica a tressailli. « Quoi ?» Caroline n'a pas l'air très bien, j'ai fait un geste vers sa sœur, qui pressait maintenant une main contre son estomac. Et c'est étrange, parce que c'est exactement comme ça que je me sentais, disons les 5 dernières fois que j'ai pris un repas chez ta sœur. Jessica a ri, mais c'était forcé, trop aigu. Nathan, c'est ridicule. Vraiment ? J'ai incliné la tête. Parce que j'ai été hospitalisé, 3 fois au cours des 6 derniers mois. Tout avec des symptômes que personne ne pouvait expliquer. Et maintenant, je ne bois pas le café, mais Caroline le fait, et soudain elle est malade. C'est une sacrée coïncidence, tu ne trouves pas ? La gorge de Jessica s'est nouée alors qu'elle déglutissait. Tu es paranoïaque. Caroline a laissé échapper un léger gémissement, se frottant le front. Jessica, sa voix était plus calme maintenant, presque haletante. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce café ? Le masque de Jessica s'est fissuré. C'était bref, à peine une lueur, mais je l'ai vu. Un aperçu de quelque chose de brut, de paniqué. Caroline, ne sois pas ridicule. C'est juste du café, a-t-elle lancé, un peu trop sur la défensive. Caroline a cligné des yeux vers elle, son visage pâle. Non, ai-je dit, me levant lentement. Ce n'est pas juste du café. Et tu le sais, n'est-ce pas, Jessica ? Ses yeux ont filé vers moi, puis vers Caroline, puis de nouveau vers moi. Piégé. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, le déverrouillant d'un rapide glissement de doigts. L'application d'enregistrement tournait depuis le moment où elle a posé cette tasse devant moi. Tu vois, voici ce qui va se passer, ai-je dit d'une voix égale, qui portait à travers la table. Je vais appeler une ambulance. Caroline va recevoir les soins médicaux dont elle a besoin. Et ensuite, je vais m'assurer qu'il fasse un dépistage toxicologique complet. Les mains de Jessica se sont crispées en poing. Tu dramatises, a-t-elle sifflé. Ah oui ? J'ai haussé un sourcil. Alors pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme ? Elle n'a pas répondu. Caroline a expiré en tremblant. Jessica, sa voix tremblait, ses doigts se pressant contre sa poitrine. Dis-moi la vérité. As-tu mis quelque chose dans ce café ? Les lèvres de Jessica se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Elle n'avait pas besoin de le dire. Son silence était la réponse. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. 911, quelle est votre urgence ? Oui,
ai-je dit, ma voix stable. J'ai besoin d'une ambulance au 1207 Willow Creek Drive. Ma belle-sœur semble avoir une réaction grave à quelque chose dans son café. Le souffle de Jessica s'est coupé. Elle avait perdu le contrôle de la situation. Et maintenant c'était mon tour de voir jusqu'où cela irait. Dès que j'ai raccroché avec le 911, l'air dans la salle à manger est devenu étouffant. Le visage de Jessica avait perdu toute couleur. Ses doigts se sont crispés en poings tremblants à ses côtés. Caroline a gémi, le front humide de sueur, s'agrippant au bord de la table comme si elle essayait de s'ancrer à la réalité. J'ai observé Jessica attentivement. Elle était trop silencieuse. Ne se précipitant pas aux côtés de Caroline. N'essayant pas de la réconforter. Ne montrant pas la panique d'une sœur aimante regardant sa sœur souffrir. Non, elle calculait. Son esprit travaillait à plein régime, essayant de trouver comment se sortir de cette situation par la parole. Je n'allais pas lui en donner l'occasion. Tu ne t'attendais jamais à ce que je passe cet appel, n'est-ce pas, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Tu pensais que ce serait moi, affalé sur cette table. Trop étourdi pour penser, trop faible pour me battre. Jessica a tressailli, ses lèvres se pressant en une ligne serrée. Tu es ridicule, a-t-elle marmonné. Mais sa voix manquait de conviction. C'est juste Caroline, elle a probablement juste une faible tolérance à la caféine. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Bien sûr. Parce que l'empoisonnement à la caféine ressemble exactement aux symptômes que j'ai eus le mois dernier, et le mois d'avant, et le mois encore avant. Les narines de Jessica se sont dilatées. Nathan, arrête ça. J'ai fait un pas envers elle, baissant la voix. Non, c'est toi qui arrêtes. Plus de manipulation psychologique. Plus de balayage des choses. Je sais ce qui m'est arrivé, et maintenant elle le sait aussi. J'ai fait un geste vers Caroline, qui tremblait maintenant visiblement. Et devine quoi, Jessica? Tu as fait une erreur aujourd'hui. Tu as essayé de m'empoisonner à nouveau, et maintenant la mauvaise personne l'a bu. Alors dis-moi, qui avait-il dans ce café? Les yeux de Jessica se sont dirigés vers la porte d'entrée comme si elle envisageait de s'enfuir. C'est alors que Caroline, le souffle court et saccadé, a parlé. Jess, qu'as-tu fait? Jessica a tourné la tête vers sa sœur, sa panique se transformant en quelque chose de plus vif, de presque désespéré. Rien. Je n'ai rien fait, a-t-elle lancé. Alors pourquoi as-tu l'air si effrayé, ai-je demandé en inclinant la tête. Tu devrais t'inquiéter pour Caroline en ce moment, n'est-ce pas? Mais tu ne le es pas. Tu t'inquiètes pour autre chose. Jessica s'est tournée vers moi, les yeux sombres et frénétiques. Nathan, juste réfléchis une seconde. Pourquoi essaierais-je de te faire du mal? J'ai fait un autre pas en avant. C'est la question, n'est-ce pas? Caroline a laissé échapper un souffle tremblant, ses doigts se crispant faiblement contre la table. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré, la prise de conscience se faisant jour sur son visage. La réunion du conseil d'administration. Jessica s'est figée. Et voilà, la fissure dans son armure. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. J'avais suspecté, mais maintenant je savais. La voix de Caroline était faible, mais ses mots ont tranché la tension comme une lame. C'est pour ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu faisais ça à Nathan. Elle a relevé la tête, les yeux vitreux, mais remplis de trahison. Tu voulais l'écarter. Jessica a serré la mâchoire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Caroline a laissé échapper un rire rauque et amer. Oh, je pense que si. Elle s'est tournée vers moi, les yeux vacillants avec quelque chose que je n'attendais pas. De la culpabilité. Nathan, j'aurais dû le voir. J'aurais dû le savoir. J'ai froncé les sourcils. Savoir quoi? Elle a dégluti difficilement. Jessica convoite ton poste au travail depuis des mois. J'ai expiré lentement, mes doigts se crispant en poing. Bien sûr. Le comte Henderson, le plus gros client de l'année, le contrat qui avait le potentiel de tout changer. Et je menais la présentation. Jessica travaillait dans la même entreprise, mais elle avait du mal à décrocher de gros comptes. Elle était douée dans ce qu'elle faisait, mais elle n'avait pas la réputation que j'avais bâtie au fil des ans. Et Henderson, il m'avait demandé personnellement. Elle a dû voir cela comme une menace. Elle a dû penser que j'étais sur son chemin.
La voix de Caroline était épaisse de regret. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point c'était injuste que tu lui voles des opportunités. Comment c'était elle qui méritait de gérer les plus gros clients de l'entreprise? Elle a laissé échapper un rire essoufflé et sans humour. Je pensais que c'était juste des paroles en l'air. Je ne savais pas qu'elle le ferait vraiment, sa voix s'est brisée dans un frisson de douleur. Les mains de Jessica tremblaient maintenant. Ce n'était pas censé être comme ça, a-t-elle murmuré. Je l'ai fixé. Qu'est-ce qui n'était pas censé être comme ça? Elle a levé les yeux vers moi, quelque chose de brut et de désespéré dans ses yeux. Tu n'étais pas censé le découvrir. Un silence froid et vide s'est étiré entre nous. Tu étais juste censé manquer la réunion, a-t-elle avoué, la voix à peine audible. Juste une réunion? Juste une? Pour qu'il pense que tu n'étais pas fiable. Pour qu'il me laisse prendre les rênes à la place. Sa voix s'est brisée. Mais tu continuais à te remettre. Peu importe ce que je faisais, tu continuais à te présenter. Et puis ils t'ont donné le prochain gros compte, et puis le suivant, et le suivant. Son souffle est venu en courte bouffée de colère. Sais-tu ce que c'est que de travailler 2 fois plus dur pour être ignoré encore et encore, a-t-elle lancé, sa voix s'élevant. D'avoir tout ce que tu mérites donné à quelqu'un d'autre? Je l'ai regardé, incrédule. Mériter? Tu penses que tu mérites mon travail? Le visage de Jessica s'est tordu de quelque chose de laid. Oui, a-t-elle craché. Je le mérite. Parce que je travaille aussi dur que toi, mais personne ne me remarque jamais quand tu es dans la pièce. Je suis toujours juste Jessica. Juste une autre employée. Juste ta femme. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. J'ai pensé que si tu tombais malade juste une fois, juste une seule fois, j'aurais enfin ma chance. Mon estomac s'est retourné. Caroline a laissé échapper un rire sifflant et douloureux. Eh bien, félicitations, a-t-elle croassé. Tu as eu ta chance. Et maintenant, tu vas aller en prison pour ça. Le visage de Jessica s'est tordu de panique. Caroline, non. Je ne voulais pas que ça arrive. Tais-toi, ai-je lancé, ma voix glaciale. Jessica a tressailli. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, tapotant l'écran. J'ai tout enregistré, ai-je dit froidement. Tu viens d'avouer m'avoir empoisonné. Ses yeux se sont agrandis. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas dire, peu importe, ai-je interrompu. Tu l'as dit. Et la police est déjà en route. Le visage de Jessica s'est tordu en quelque chose que je reconnaissais à peine. Un mélange de rage, de panique et d'incrédulité pure. Toi, a-t-elle commencé, mais le son lointain des sirènes l'a interrompu. Sa tête s'est tournée vers la fenêtre, ses mains tremblant violemment maintenant. Caroline a expiré en tremblant. Tu es fini, Jess, a-t-elle murmuré. C'est fini. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Jessica a réalisé qu'elle avait perdu. Les sirènes se sont faites plus fortes et la respiration de Jessica s'est accélérée. Elle ressemblait à un animal acculé, les yeux cherchant la porte d'entrée, les fenêtres, le couloir, n'importe où qui pourrait offrir une échappatoire. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Je n'ai pas quitté ses yeux des miens alors que je me tenais à côté de Caroline, agrippant mon téléphone comme s'il était ma bouée de sauvetage, car en ce moment, il l'était. Un instant plus tard, les ambulanciers ont fait irruption par la porte d'entrée, leur voix vive et professionnelle alors qu'ils se dirigeaient vers Caroline. Quels sont ses symptômes, a demandé l'un d'eux, déjà agenouillé à côté d'elle. Elle est étourdie, faible, nauséeuse, ai-je énuméré, reculant pour leur laisser de l'espace. Ses mains tremblent. Elle a du mal à garder l'équilibre. Caroline a gémi alors que l'un des médecins lui prenait le pouls, puis a projeté une lumière dans ses yeux. Ses pupilles sont dilatées, a-t-il murmuré à son collègue. Réaction toxique possible. Jessica est restée figée sur place, regardant avec des yeux écarquillés. Madame, l'ambulancier s'est tourné vers elle. Savez-vous ce qu'elle a ingéré? La bouche de Jessica s'est ouverte et s'est refermée. Aucun mot n'est sorti. Je le sais, ai-je dit calmement. Elle a bu mon café. Celui que ma femme a fait spécialement pour moi. L'ambulancier a jeté un coup d'œil à Jessica, son visage illisible. Savez-vous ce qu'il y avait dedans? Les lèvres de Jessica ont tremblé. J'ai juste fait du café normal, a-t-elle murmuré.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture de l'enregistrement. L'aveu de Jessica a résonné dans la pièce. Tu étais juste censé manquer la réunion. Juste une, pour qu'il pense que tu n'étais pas fiable. La tête de l'ambulancier s'est redressée. Son expression a immédiatement changé. Ce qui avait été une préoccupation neutre s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant. 2 médecins ont soulevé Caroline sur un brancard alors qu'elle gémissait de douleur. Je l'accompagne, ai-je dit rapidement. Jessica a fait un pas vers moi, le visage pâle. Nathan, je lui ai tourné le dos et je suis parti, la laissant plantée là alors que la voiture de police se garait dans l'allée. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été tendu. La respiration de Caroline était superficielle, et toutes les quelques minutes, elle frissonnait violemment malgré la couverture enroulée autour d'elle. Je suis resté assis à côté d'elle, regardant impuissant les médecins administrer de l'oxygène, surveillant ses signes vitaux. Nathan, sa voix était faible. Tu savais, n'est-ce pas? J'ai dégluti. J'avais mes soupçons. Elle a laissé échapper un rire faible et amer. On dirait qu'on a tous les deux appris à nos dépens. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Dès notre arrivée à l'hôpital, des infirmières l'ont précipitée dans une salle de traitement pendant qu'un médecin me bombardait de questions. Ce qu'elle avait mangé, ce qu'elle avait bu, quand les symptômes avaient commencé. Je leur ai tout dit. Puis j'ai remis mon téléphone. J'ai enregistré son aveu, ai-je dit au médecin traitant. Vérifiez le rapport toxicologique de Caroline. Je parierais ma vie que ce n'est pas la première fois que ma femme fait ça. L'expression du médecin s'est assombrie. Nous ferons tous les tests nécessaires. 2 heures ont passé. Je suis resté assis dans la salle d'attente, les mains jointes, mes pensées tourbillonnant. J'ai tout rejoué dans ma tête. Les mois de maladie, les mensonges, les dénégations, la manière prudente dont Jessica avait tout orchestré. Les pièces s'emboîtaient trop bien. Elle avait planifié cela. Chaque étape. Elle n'avait pas seulement voulu que je manque une réunion. C'était le début. Mais quand cela a échoué, elle avait intensifié. Chaque fois, les symptômes s'aggravaient. Elle avait lentement poussé, testé, voyant jusqu'où elle pouvait aller sans se faire prendre. Et maintenant, enfin, elle était allée trop loin. Une porte s'est ouverte, me tirant de mes pensées. Le docteur Phillips, une grande femme aux yeux vifs et aux cheveux striés d'argent, s'est dirigée vers moi. Elle est stable, a-t-elle dit sans préambule. Nous avons pu éliminer la plupart des toxines de son système. Elle est faible, mais elle s'en remettra. J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Le docteur Phillips m'a étudié un instant. Vous aviez raison de vous inquiéter. Le rapport toxicologique a confirmé la présence d'un composé non létal mais très puissant, qui ne devrait se trouver dans aucun aliment ou boisson. Nous effectuons des analyses plus approfondies, mais les premiers résultats sont alarmants. Ma mâchoire s'est crispée. À quel point alarmant? Elle a hésité, puis m'a tendu une tablette. L'écran montrait une liste de composés chimiques, des termes médicaux que je comprenais à peine, à l'exception d'un mot. Rodenticide, ai-je dit, ma voix à peine audible. Le docteur Phillips a hoché la tête d'un air sombre. Un poison à action lente souvent utilisé dans la lutte antiparasitaire. À petite dose au fil du temps, il provoque fatigue, nausées, faiblesse musculaire, mais en quantité concentrée, elle a croisé mon regard. Il pourrait être fatal. Mon estomac s'est noué. Elle n'avait pas seulement essayé de me saboter. Elle avait essayé de me tuer. Seriez-vous prêt à parler aux forces de l'ordre, a demandé le médecin. J'ai laissé échapper un lent souffle. J'ai déjà des preuves, et je ne m'arrêterai pas tant qu'elle n'aura pas payé pour ce qu'elle a fait. Le docteur Phillips a hoché la tête comme si elle ne s'attendait à rien de moins. Juste à ce moment-là, une voix a percé le calme de l'hôpital. Nathan. Je me suis retourné et elle était là, Jessica, debout à l'entrée de la salle d'attente, les cheveux légèrement en désordre, la respiration inégale. 2 policiers en uniforme la flanquaient, leurs mains reposant sur leurs étuis. Ne dites pas un mot, a ordonné l'un d'eux. Les yeux de Jessica se sont fixés sur les miens, remplis de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Peur, désespoir, remords? Je ne voulais pas, a-t-elle murmuré. Mon sang s'est glacé. L'officier le plus proche d'elle s'est avancé. Nathan Bennett,
nous aurons besoin d'une déclaration officielle de votre part. Je me suis levé, fixant ma femme, la femme en qui j'avais autrefois eu confiance. La femme qui m'avait aimé, ou du moins avait fait semblant. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit, la voix stable. Je suis prêt à parler. Les lèvres de Jessica se sont entr'ouvertes comme si elle voulait plaider, supplier, mais elle savait. Elle avait déjà perdu. L'officier s'est tourné vers elle. Jessica Bennett, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui et complot en vue de nuire. Les mots ont résonné dans le couloir. Jessica a inhalé brusquement. Nathan, j'ai levé la main. Ne fais pas ça. Juste, ne fais pas ça. Son visage s'est décomposé. Je me suis détourné d'elle alors que les officiers l'emmenaient dans le couloir, leurs pas lourds contre le sol carrelé. Le docteur Phillips a posé une main sur mon épaule. Ce n'est pas encore fini, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Non, ce n'était pas fini. Mais pour la première fois depuis longtemps. Je n'étais pas celui qui était en danger. C'était Jessica. Et elle allait payer pour ce qu'elle avait fait. Les lumières fluorescentes de l'hôpital bourdonnaient faiblement au-dessus de moi alors que j'entrais dans la petite salle d'interrogatoire stérile. Les murs étaient peints d'un beige terne. L'air lourd d'une immobilité troublante. De l'autre côté de la table en métal, Jessica était assise, les poignets menottés, la posture raide. Elle avait l'air différente, pas seulement physiquement. Bien que le stress des dernières heures ait certainement laissé des traces. Ses cheveux étaient plus en désordre que je ne l'avais jamais vu. Ses yeux étaient cernés par la fatigue, mais c'était quelque chose de plus profond. Pour la première fois de notre mariage. Elle avait l'air petite. Jessica avait toujours été calculatrice, toujours contrôlée. C'était le genre de femme qui ne laissait jamais un seul cheveu dépasser, qui pouvait entrer dans une pièce et capter l'attention d'un seul regard. Mais maintenant, elle était assise dans une salle d'interrogatoire de la police, attendant de savoir à quel point sa vie était sur le point de s'effondrer. Je me suis assis en face d'elle, croisant les mains sur la table. Elle n'a pas croisé mon regard. Pourquoi, Jessica, ai-je demandé. Ma voix basse mais ferme. Ses épaules se sont tendues. Ne fais pas comme si tu ne savais pas, a-t-elle marmonné, refusant toujours de me regarder. Je veux l'entendre de ta bouche. Jessica a expiré. Brusque, tremblant. Je te l'ai déjà dit. Ce n'était pas censé se passer comme ça. J'ai ricané. Oh, c'est vrai. Tu voulais seulement me rendre malade, pas me tuer. Ça rend les choses tellement meilleures. Elle a tressailli au sarcasme de ma voix, mais je m'en fichais. Je dois comprendre, ai-je continué, mon ton égal. Je dois savoir comment la femme que j'ai épousée, la femme que j'aimais, a pu faire quelque chose comme ça. Finalement, elle a levé les yeux. Et pendant un bref instant, je l'ai vue. La lueur de quelque chose sous le calcul froid. Regret, honte, ou juste l'horreur de s'être fait prendre? Jessica a inhalé lentement. Sais-tu ce que c'est, Nathan, a-t-elle demandé doucement. Quoi? D'être invisible, a-t-elle murmuré. J'ai froncé les sourcils. Jessica, de quoi diable parles-tu? Elle a laissé échapper un rire amer. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais eu à le comprendre. Tout a toujours été si facile pour toi. Son regard s'est aiguisé, ses doigts se crispant en poing. Tu entres dans une pièce et les gens t'écoutent. Ils te respectent. Ils veulent travailler avec toi. Pendant ce temps, j'ai passé des années à me tuer au travail dans cette entreprise et personne ne m'a jamais vu. J'ai expiré par le nez, gardant mes émotions sous contrôle. Alors, tu as décidé de m'empoisonner. C'était ta solution. Jessica a serré la mâchoire. Ça n'était pas censé aller aussi loin. Tu n'arrêtes pas de dire ça, j'ai penché en avant. Mais c'est le cas. Sa gorge s'est nouée alors qu'elle déglutissait difficilement. Je voulais juste une chance. Une vraie chance. Mais chaque fois que je pensais avoir une opportunité, tu étais là. Prenant chaque promotion, chaque client majeur, chaque compte pour lequel j'avais travaillé 2 fois plus dur. Sa voix a vacillé. Alors oui, au début, je voulais juste que tu ralentisses. Juste assez pour que les gens me voient enfin. J'ai secoué la tête, incrédule. On ne sabote pas les gens qu'on aime, Jessica.
Elle a cligné rapidement des yeux comme si mes mots l'avaient frappée, mais elle n'a pas nié. Sais-tu quelle est la pire partie, ai-je demandé, ma voix devenant rauque. Je te faisais confiance. Même quand j'ai commencé à tomber malade, je n'ai jamais voulu croire que ça pouvait être toi. Le visage de Jessica s'est tordu, sa mâchoire se resserrant. Et pourtant, tu l'as fait. J'ai plissé les yeux. Parce que la vérité était impossible à ignorer. Tu t'en es assuré. Un silence s'est étiré entre nous, épais de toutes les choses non dites. Puis, doucement, Jessica a de nouveau parlé. Et Caroline? J'ai incliné la tête. Qu'en est-il d'elle? Elle a expiré lentement. Est-ce qu'elle va bien? Pour la première fois depuis le début, Jessica avait l'air sincèrement effrayée. Pas pour elle-même, mais pour Caroline. Elle est stable, ai-je dit prudemment. Mais elle aurait pu mourir, Jessica. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, ses mains tremblant contre la table. Elle n'était pas censée le boire, a-t-elle murmuré presque pour elle-même. Ce n'était jamais destiné à elle. J'ai penché en avant. Et je n'étais jamais censé le découvrir. Mais nous en sommes là. Le regard de Jessica a croisé le mien, et pour la première fois, j'ai vu un réel remords dans son expression, mais ce n'était pas suffisant. Loin de là. Le regrettes-tu, ai-je demandé. Elle a expiré brusquement. De m'être fait prendre? Oui. J'ai laissé échapper un rire froid, secouant la tête. Bien sûr. Parce que si j'avais juste suivi, si j'avais continué à boire tout ce que tu me mettais devant, je serais toujours malade. Tu serais toujours en train de gagner, n'est-ce pas? Jessica n'a pas répondu. C'est ce que je pensais. Un autre long silence a passé. Puis Jessica a pris une profonde inspiration, redressant les épaules. Je devrais parler à mon avocat, a-t-elle marmonné. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai hoché la tête lentement. Ouais, tu devrais. Je me suis levé, repoussant la chaise. Les yeux de Jessica ont vacillé de quelque chose. Peut-être s'attendait-elle à ce que je dise plus. Peut-être espérait-elle une sorte d'absolution, mais je ne l'offrais pas. Pas après tout ça. J'en ai fini, Jessica. Ma voix était ferme, inébranlable. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Elle n'a pas argumenté, n'a pas supplié. Elle a juste regardé pendant que je tournais les talons et que je sortais. À la seconde où j'ai mis le pied dans le couloir, le poids sur ma poitrine s'est levé. Jessica avait passé des mois à essayer de me détruire, à essayer de m'affaiblir, mais elle n'avait pas gagné. J'étais toujours debout. Et maintenant j'étais prêt à la voir tomber. Dès que je suis sorti de cette salle d'interrogatoire, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La trahison de Jessica n'était plus une suspicion ou un cauchemar qui me hantait aux heures calmes de la nuit. C'était réel. Et maintenant, elle allait payer pour cela. L'inspecteur Morrison, l'enquêteur principal, m'a rejoint juste à l'extérieur de la salle. C'était un homme grand, aux larges épaules, avec des yeux fatigués. Le genre de flic qui avait vu beaucoup trop des pires facettes de l'humanité. Eh bien, a-t-il dit, expirant en feuilletant un petit carnet. C'était intéressant. J'ai croisé les bras. Vous avez tout entendu? Il a hoché la tête. Chaque satané mot. L'aveu de Jessica, ce qu'elle avait dit, ce qu'elle n'avait pas dit, suffisait à confirmer ce que je savais déjà. Ce n'était pas juste un malentendu ou une femme désespérée faisant une erreur. C'était intentionnel. Morrison a fermé son carnet et m'a jeté un long regard évaluateur. Nous allons engager des poursuites formelles. Mais nous avons besoin de plus que ces mots pour nous assurer que cela tienne au tribunal. J'ai redressé les épaules. De quoi avez-vous besoin? Il m'a fait signe de le suivre dans le couloir. Nous avons déjà obtenu un mandat de perquisition pour votre maison, a expliqué Morrison alors que nous marchions. Si elle vous empoisonne depuis des mois, elle a dû garder ce qu'elle utilisait quelque part. Le rapport toxicologique de votre belle-sœur a déjà confirmé des substances étrangères dans son système, des substances qui ne se retrouvent pas simplement dans le café. J'ai serré la mâchoire. Donc, si nous trouvons la source, nous avons un dossier en béton, a confirmé Morrison. Nous sommes arrivés à l'entrée principale de l'hôpital où deux officiers en uniforme se tenaient à côté de leur voiture de patrouille, attendant. Mon cœur battait contre mes côtes alors que la réalité du moment s'installait.
La vie de Jessica, celle qu'elle avait si soigneusement construite, si désespérément protégée, était sur le point de s'effondrer. Et pour la première fois, je m'en fichais. Quand nous sommes arrivés à la maison, c'était surréaliste d'entrer dans ce qui avait été autrefois mon foyer. Les officiers se sont déplacés à travers les pièces avec une efficacité rodée, ouvrant les armoires, les tiroirs, vérifiant même derrière le réfrigérateur. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de notre chambre, regardant l'un des officiers fouiller la table de nuit de Jessica. « Vous avez vécu avec elle tous les jours », a dit Morrison à côté de moi. « Vous a-t-elle déjà semblé nerveuse, comme si elle cachait quelque chose ?» J'ai laissé échapper un lent souffle. Elle était prudente, très prudente. Elle ne laissait jamais rien d'évident traîner, mais je connaissais Jessica et je savais qu'elle n'était pas invincible. Nous sommes allés à la cuisine ensuite. Un officier fouillait déjà l'armoire à épices, un autre vérifiait le garde-manger. L'inspecteur chargé de la collecte des preuves s'est tourné vers Morrison. « Nous avons quelque chose. » Je les ai suivis jusqu'à l'armoire inférieure près de l'évier. L'officier a sorti une petite boîte noire, la posant soigneusement sur le comptoir. Elle semblait banale au début, juste un conteneur de stockage ordinaire. Mais quand ils l'ont ouverte, l'air dans la pièce a changé. À l'intérieur se trouvaient des bouteilles, de petits flacons soigneusement étiquetés de substances que je ne reconnaissais pas. Certaines avec leurs étiquettes pharmaceutiques d'origine, d'autres sans. Morrison en a pris une, son expression s'assombrissant. « Ça, » a-t-il dit, l'attendant au technicien des preuves, ce n'est pas quelque chose qu'on achète à l'épicerie. J'ai regardé la collection, mon estomac se nouant. Pendant tout ce temps, Jessica avait gardé un stock de tout ce qu'elle avait utilisé sur moi comme si j'étais une sorte d'expérience. L'un des officiers m'a tendu un morceau de papier plié. « Vous voudrez peut-être voir ça. » Je l'ai déplié, mes mains se resserrant sur les bords. C'était une liste. Date, dosage, effet. Elle avait tout documenté. Chaque fois que j'étais tombé malade, chaque mal de tête, chaque visite aux urgences, chaque maladie inexpliquée, Jessica avait tout noté comme si elle menait une sorte d'étude tordue et malade. Morrison a laissé échapper un léger sifflement. Eh bien, c'est accablant. J'ai dégluti difficilement, sentant mon pouls rugir dans mes oreilles. Vous l'avez dit. La prise de conscience m'a frappé comme un camion. Elle n'avait jamais prévu de s'arrêter. Si je n'avais pas échangé cette tasse avec celle de Caroline, si je n'avais pas commencé à me poser des questions, aurais-je survécu à la dose suivante? Serait-elle allée jusqu'au bout? La pensée a glacé mon sang. Morrison a fait signe aux officiers. Mettez tout ça sous scellé. Nous avons terminé ici. De retour au poste, j'ai regardé de loin Jessica être conduite de sa cellule de garde à vue à une autre salle d'interrogatoire. Elle n'a pas résisté, n'a pas essayé de s'enfuir, mais quand elle m'a aperçu à travers la vitre, elle a hésité. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Du regret ou juste la peur de ce qui allait suivre. L'inspecteur Morrison m'a fait signe d'entrer dans la salle d'observation. De là, je pouvais tout voir et entendre, mais Jessica ne pouvait plus me voir. Il s'est assis en face d'elle, posant la boîte noire sur la table avec un bruit sourd. Le corps entier de Jessica s'est tendu. Morrison s'est penché en avant. Vous reconnaissez ça, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu. Vous avez tenu des registres, a-t-il continué, tapotant la feuille de papier que j'avais lue plus tôt. Vous avez documenté chaque fois que vous avez empoisonné votre mari. Les quantités, les effets, même à quel point vous deviez augmenter la dose à chaque fois. La mâchoire de Jessica s'est resserrée. Morrison a incliné la tête. Dites-moi, Jessica, y a-t-il eu un moment où vous alliez vous arrêter, ou Nathan était-il juste un problème que vous prévoyiez de supprimer définitivement? Elle a inhalé brusquement, mais encore une fois, elle n'a pas nié. Morrison s'est adossé, secouant la tête. Voici l'affaire. Vous faites face à de multiples accusations, et croyez-moi, aucune d'entre elles ne va disparaître. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Il a fait un geste vers les flacons. Ces produits chimiques ne se retrouvent pas dans le café de quelqu'un par accident. Les mains de Jessica tremblaient légèrement dans ses menottes. Je ne l'ai pas fait, je n'essayais pas de « garder ça pour vous », a coupé Morrison. La seule chose qu'il vous reste à décider, c'est si vous voulez vous battre au tribunal ou coopérer. Le visage de Jessica s'est tordu, sa respiration inégale. Morrison n'a pas insisté. Il n'en avait pas besoin,
car nous connaissions tous les deux la vérité maintenant. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Jessica avait détruit sa vie de ses propres mains. Et même si une partie de moi voulait avoir pitié d'elle, je ne pouvais tout simplement pas. C'était la justice. La salle d'audience était silencieuse lorsque le juge est entré, son expression illisible. J'étais assis au premier rang, les mains jointes, regardant Jessica être conduite à l'intérieur. Elle avait l'air différente de la femme que j'avais épousée, plus petite, plus faible, comme si le poids de ses crimes s'était finalement abattu sur ses épaules. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Le procès avait été long, éprouvant et douloureusement public. Les médias s'étaient emparés de l'histoire très tôt, un homme d'affaires prospère empoisonné par sa propre femme dans une tentative lente et méthodique de détruire sa carrière. Les détails étaient trop sensationnels pour qu'ils les ignorent. L'équipe de défense de Jessica avait tout essayé. Ils l'ont dépeinte comme une femme poussée au désespoir, éclipsée par le succès de son mari, pressée par une industrie compétitive. Ils ont soutenu qu'elle n'avait pas l'intention de causer un préjudice permanent, seulement de niveler le terrain de jeu. Mais les preuves étaient accablantes. L'accusation avait tout exposé, pièce par pièce. Premièrement, les rapports toxicologiques, les substances trouvées dans le système de Caroline ont été directement liées aux flacons récupérés chez nous. Le poison à action lente avait été utilisé à des doses variables, juste assez pour provoquer une maladie sans suspicion immédiate. Deuxièmement, les enregistrements, mes enregistrements secrets du brunch, où Jessica avouait m'avoir saboté, ont été joués pour le jury. Le son de sa voix, teinté de frustration et de sentiment de droit, a scellé son destin. Troisièmement, le schéma documenté, les notes manuscrites de notre armoire de cuisine, le journal détaillé de Jessica de mes symptômes, avaient été particulièrement accablants. Les procureurs l'ont appelé une « expérience systématique de cruauté ». Quatrièmement, les témoignages, Caroline avait pris la barre, la voix tremblante alors qu'elle racontait comment Jessica avait rejeté ses préoccupations au fil des ans. Mes collègues de travail ont témoigné de mes maladies inexpliquées, de ma santé déclinante, et de la manière dont Jessica avait subtilement semé des doutes sur ma fiabilité. Lorsque le procureur principal a prononcé sa plaidoirie finale, j'ai su que c'était fini. Ce n'était pas un accident, a-t-il dit fermement, arpentant la salle d'audience. C'était de la préméditation. Jessica Bennett n'a pas agi par désespoir. Elle a agi par calcul. Elle a vu un obstacle en son mari et au lieu de travailler plus dur, elle a essayé de l'éliminer. Jessica est restée de marbre alors que le jury était renvoyé pour délibérer. Ils n'ont pas mis longtemps. 2 heures plus tard, ils sont revenus. Le juge a demandé au président du jury de lire le verdict. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. Jessica a inhalé brusquement, son masque se fissurant enfin. J'ai laissé échapper un lent souffle, fermant les yeux un instant. C'est fini. Le juge n'a pas perdu de temps. Compte tenu des preuves accablantes, Jessica a été condamnée à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Les mots ont résonné dans la salle d'audience. Une vérité finale, indéniable. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas applaudi, car à la fin, personne n'a gagné. Jessica avait perdu sa liberté, sa carrière et tout ce qu'elle avait autrefois valorisé. Et moi j'avais perdu une femme que j'avais autrefois aimée. Après la sentence, je suis sorti du palais de justice, l'air vif me mord dans la peau. Les journalistes grouillaient déjà, leurs caméras crépitant alors qu'ils criaient des questions. Comment vous sentez-vous maintenant que justice a été rendue? Que diriez-vous à Jessica si vous en aviez l'occasion? Je les ai ignorés, car la vérité était que je ne ressentais rien. Pas de soulagement, pas de colère, même pas de satisfaction, juste de l'épuisement. Une voix douce m'a tiré de mes pensées. Nathan? Je me suis retourné. Caroline se tenait à quelques mètres de là, le visage pâle, mais stable. Elle se remettait encore, mais elle avait l'air plus forte que ce jour-là à l'hôpital. Ça va, ai-je demandé. Elle a laissé échapper un petit rire amer. Si ça va? Ma sœur vient d'être condamnée à la prison pour avoir essayé d'empoisonner mon beau-frère. Alors, non, pas vraiment. J'ai soupiré. Ouais, pareil ici. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis Caroline a secoué la tête. Je ne la comprends pas, a-t-elle murmuré. Elle avait tout. Une bonne carrière, un mari qui l'aimait, une vie qu'elle avait bâtie à partir de rien,
et elle a tout jeté. Je n'ai pas répondu tout de suite, car je ne le comprenais pas non plus. Je pense, ai-je dit finalement, que Jessica s'est convaincue que rien de ce qu'elle avait n'était jamais suffisant. Caroline a expiré, se frottant les bras contre le froid. Tu penses qu'elle le regrette? J'ai repensé à la salle d'audience, à la façon dont Jessica avait fixé la table d'un air vide alors que le juge lisait sa sentence. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais ça n'a plus vraiment d'importance maintenant. Caroline a hoché la tête. Parce qu'à la fin, les regrets de Jessica ne changeraient rien. Elle avait fait ses choix et maintenant elle devait vivre avec. Des mois ont passé. La vie a lentement avancé. Le procès de Jessica avait été un spectacle, mais bientôt les gens ont trouvé de nouvelles histoires pour s'obséder. Les titres se sont estompés. Les chuchotements au travail se sont tus. Et moi j'ai guéri. Ce n'était pas instantané. Ce n'était pas facile, mais jour après jour, j'ai reconstruit. Le comte Henderson, le contrat même que Jessica avait tenté de saboter, a fini par consolider ma carrière. Après avoir entendu parler du procès, l'entreprise a redoublé de confiance en moi, m'offrant plus d'opportunités, plus de clients, plus de succès que je n'en avais jamais imaginé. Jessica avait essayé de me détruire. Et à la fin, tout ce qu'elle avait fait, c'était de me rendre plus fort. 1 an plus tard, je me tenais sur le podium d'un événement d'entreprise, regardant la mer de visage devant moi. J'avais été invité en tant que conférencier principal, une reconnaissance de ma résilience, de mon éthique de travail, de mon succès. En m'approchant du micro, j'ai laissé le moment s'installer. Puis j'ai parlé. Le succès ne dépend pas seulement du talent ou du travail acharné, ai-je commencé. Il s'agit d'intégrité. Il s'agit des relations que nous construisons, de la confiance que nous gagnons. J'ai fait une pause, mon esprit revenant sur tout ce que j'avais traversé. Parfois, ai-je continué, les plus grands obstacles de nos vies viennent des personnes les plus proches de nous. Et quand cela arrive, nous avons 2 choix. Nous pouvons nous laisser briser, ou nous pouvons nous en servir comme carburant. Un léger murmure a parcouru la foule. J'ai souri faiblement. J'ai choisi de m'élever, ai-je terminé. Et je suis ici aujourd'hui grâce à cela. La salle a éclaté en applaudissements. Et en m'éloignant du podium, serrant la main de mes collègues, j'ai réalisé quelque chose. J'avais survécu. Jessica avait essayé de tout me prendre. Mais à la fin, c'est moi qui avais gagné. 1 an. Cela faisait exactement 1 an que le procès était terminé. 1 an que Jessica avait été condamnée à 25 ans de prison. 1 an que j'étais sorti de ce palais de justice, portant à la fois le poids de la trahison, du soulagement et de l'épuisement. Et pourtant, malgré tout, j'étais toujours là, plus fort, prospérant. J'ai pris une longue gorgée de mon café, la première tasse que j'appréciais vraiment depuis longtemps, avant de le poser sur le bureau en acajou poli devant moi. Mon bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation à l'extérieur de la fenêtre du gratte-ciel. La ligne d'horizon s'étendait devant moi, un rappel de tout ce qui avait changé en seulement 12 mois. Il y a 1 an, j'étais assis dans ce même fauteuil. Mon esprit était obscurci par le doute, la trahison me rongeant comme un poison lent. Ma carrière était en ruine, ma vie personnelle encore pire. J'avais passé des mois à tout remettre en question. Comment j'avais pu être si aveugle? Comment j'avais laissé quelqu'un que j'aimais si profondément se retourner contre moi? Mais c'était avant. Et maintenant, j'étais au sommet de ma forme. Après le procès, le comte Henderson, le projet même que Jessica avait tenté de saboter, est devenu l'une des campagnes les plus réussies de notre entreprise. Les clients l'ont remarqué. Ma réputation a grandi. Et alors que Jessica tombait dans l'oubli, je montais plus haut que jamais. Nathan. J'ai levé les yeux de mon bureau alors que mon assistante Lorraine entrait dans le bureau. Vous avez un appel sur la ligne 2. C'est du centre correctionnel de l'État de Nashville. Je me suis immobilisé. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. Jessica. Je ne lui avais pas parlé depuis le procès. Je n'avais pas écrit, je n'avais pas rendu visite, je n'avais pas reconnu son existence. Et pourtant, la voilà, me contactant depuis la cellule de prison qu'elle s'était si soigneusement fabriquée. Lorraine a hésité. Voulez-vous que je leur dise que vous n'êtes pas disponible? J'ai fixé la lumière clignotante de mon téléphone, hésitant. Puis j'ai hoché la tête. Oui, faites ça.
Elle m'a jeté un regard entendu avant de disparaître dans le couloir. Je me suis adossé à mon fauteuil, expirant lentement. Jessica m'avait déjà assez volé. Mon temps, ma confiance, ma tranquillité d'esprit. Je n'allais pas lui en donner une seconde de plus. Ce soir-là, j'ai dîné avec Caroline. C'était devenu une sorte de tradition, de prendre des nouvelles l'un de l'autre, de s'assurer que nous guérissions tous les deux à notre manière. Elle avait aussi lutté après le procès. Perdre sa sœur avait laissé un vide dans sa vie. Même après tout ce que Jessica avait fait. Devine qui m'a appelé aujourd'hui, ai-je dit en lui versant un verre de vin. Elle n'a même pas hésité. Jessica. J'ai haussé un sourcil. Comment le sais-tu? Caroline a laissé échapper un rire fatigué. Elle m'a appelé la semaine dernière. J'ai froncé les sourcils et elle a haussé les épaules. Elle a demandé pardon, a dit qu'elle regrettait tout, a demandé si je pouvais l'aider à faire appel. J'ai ricané. Un appel? Après tout ça? Caroline a fait tourner le vin dans son verre. Oui. Elle jure qu'elle n'avait pas toute sa tête. Qu'elle n'a jamais voulu te faire de mal. Je l'ai étudiée attentivement. La crois-tu? Elle a hésité, puis a soupiré. Je pense qu'elle le regrette, mais pas parce qu'elle est désolée. Je pense qu'elle regrette de s'être fait prendre. J'ai hoché la tête. C'était exactement ce que je pensais aussi. Caroline a incliné la tête. Vas-tu lui rendre visite? J'ai laissé échapper un petit rire. Pas la moindre chance. Elle n'a pas discuté. Au lieu de cela, elle a levé son verre. À l'avenir. J'ai levé le mien en retour. À l'avenir. Des mois ont passé. Les médias ont cessé de parler de Jessica. Les gens ont cessé de chuchoter sur le procès et j'ai cessé de penser à elle. Pour la première fois depuis des années, je pouvais me réveiller sans avoir l'impression de devoir regarder par-dessus mon épaule. Je pouvais aller travailler, rencontrer des clients, vivre ma vie sans crainte. Un après-midi, alors que je me préparais pour une autre présentation de haut niveau, mon téléphone a vibré avec une notification par email. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie l'objet, renouvellement de contrat du comte Henderson. Je l'ai ouvert immédiatement, parcourant le message. Ils prolongeaient leur contrat pour 3 années supplémentaires. Je me suis adossé à mon fauteuil, un lent sourire se propageant sur mon visage. Jessica avait essayé de tout me prendre. Et pourtant, malgré tous ses efforts, je gagnais toujours. Ce week-end-là, je suis allé au lac. Je n'y étais pas retourné depuis avant que tout n'arrive. Mais là, à regarder l'eau onduler sous le soleil de l'après-midi, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mes messages enregistrés. Puis, avec une profonde inspiration, j'ai supprimé tous les textos de Jessica. Ceux où elle avait joué l'épouse dévouée. Ceux où elle avait fait semblant de se soucier. Ceux où elle avait envoyé des remarques passives-agressives sur ma carrière, mon succès, mon avenir. Un par un, je les ai effacés. Et avec chaque message supprimé, je me sentais plus léger, plus libre. Le nom de Jessica n'avait plus de poids sur moi. Ses choix, sa trahison, sa chute, c'était à elle de les porter maintenant, pas à moi. Et en retournant à ma voiture, jetant un dernier regard au lac, j'ai souri. Pas parce que j'avais gagné, pas parce qu'elle avait perdu, mais parce qu'après tout, j'avais enfin trouvé ce qu'elle n'avait jamais pu trouver. La paix.